Monsieur le directeur régional des affaires culturelles, Monsieur le directeur de l'Institut français d'architecture, cher Francis Rambert, cher Dominique Perrault, cher Antoine Grimbach, Monsieur l'architecte des Bâtiments de France, très important, c'est le personnage le plus important dans une grande agglomération comme la nôtre. Je veux saluer aussi deux de mes adjoints dans leurs fonctions, puisque M. Roland Bernard s'occupe des fleuves, Madame Nadine Gelas s'occupe, elle, des grands événements, mais parmi lesquels nous avons l'intention de créer un festival des fleuves et de l'eau. Je veux saluer aussi le représentant de GDF Suez, parce qu'évidemment, l'eau, pour eux, est quelque chose d'important, c'est ce qui a fondé l'existence même de l'entreprise. Mesdames et messieurs, moi je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce matin dans les salons de l'Hôtel de Ville de Lyon pour ce colloque Métropolis qui succède à la Biennale d'architecture de Venise où Dominique Perrault avait en tant que commissaire choisi de présenter notre ville au pavillon français et avait abordé brillamment la question du vide dans les métropoles. Ce sujet du vide dans les métropoles fait sens à Lyon. Il fait sens d'abord parce que si l'on regarde l'organisation de la presqu'île, on voit que du nord au sud, cette presqu'île s'est organisée autour de ces places. Première place devant cet hôtel de ville, la place des terreaux, et puis jusqu'au sud de la presqu'île, une succession de places, place de la République, place des Jacobins, place Bellecour. Aujourd'hui, lorsque nous avons pensé l'architecture de la confluence, c'est naturellement autour de cette succession des places que nous avons essayé de continuer de construire la presqu'île en construisant la confluence. Et en particulier de faire en sorte qu'entre la dernière place du nord de la presqu'île, la place Carnot, et puis la première place du sud de la presqu'île, la place des Archives, nous essayons de retrouver un lien, et c'est sur ce lien que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et puis ensuite, autre place qui fonde le cœur de la confluence, la place nautique, cette fois-ci, autour de laquelle s'organise la confluence, qui se termine enfin par un dernier lieu vide, le champ, qui marque la fin de la ville, une césure de la ville, et on s'ouvre sur la confluence des fleuves. Cette notion de vide comme structurant l'espace fait sens dans l'organisation de la ville ancienne. Il va évidemment faire sens dans l'organisation de la métropole nouvelle. Vous savez que nous sommes en train d'organiser un pôle métropolitain aujourd'hui entre Lyon, Saint-Étienne, les villes du Nord-Isère. Et évidemment, dans l'organisation de cet espace métropolitain, il va s'organiser autant autour des vides qu'autour des pleins. Et donc, l'organisation des espaces qui vont être entre les lieux de focalisation des différentes parties de la métropole devient un sujet central. Donc, ce sujet que vous aviez abordé lors de l'exposition de Venise est aujourd'hui tout à fait fondamental pour l'ensemble des grands espaces métropolitains à travers notre planète. Et dans votre beau livre Métropolis, vous le montrez très bien, montrez comment effectivement, dans toutes les grandes métropoles aujourd'hui, la question du vide est aussi importante que la question des pleins. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir ensemble à une autre thématique qui devient de plus en plus importante dans nos grandes villes,
leur relation avec l'eau, leur relation avec le littoral qui les borde, ou bien leur relation avec leurs fleuves. Ce sujet, comme vient de le dire le directeur régional des affaires culturelles, prend à Lyon toute son importance, puisque, évidemment, si cette ville est là, c'est parce que nous étions à la confluence du Rhône et de la Saône, que nous avions en plus les collines surplombant la Saône, et donc à l'époque lieu de défense, lieu de fortification, qui permettait de construire ce que vous appelez la ville ancienne, et puis au pied de cette colline, la rivière, qui permettait évidemment le moyen de transport, transport des hommes, transport des marchandises, et ce n'est pas tout à fait par hasard que lorsque l'on creuse un parking sur les bords de la Saône, on découvre un certain nombre de bateaux du 14e, 15e, je ne sais plus exactement la date, parce qu'effectivement, c'était le moyen de déplacement fondamental. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde des images anciennes de Lyon, on s'aperçoit d'abord Lyon se construisant sur les collines, descendant au bord de la rivière, et l'organisation de la vie économique, de la vie sociale, de la vie culturelle autour de cette rivière. Le vieux Lyon, construit au bord de la Saône, avec ses traboules, qui permettaient de faire passer des maisons qui étaient immédiatement au bord de la rivière jusqu'aux entrepôts, l'ensemble des marchandises qui venaient depuis le sud jusqu'à Lyon. Période suivante, Lyon se développe, domestique le fleuve et donc va pouvoir s'installer dans la presqu'île. Une presqu'île qui évolue au fur et à mesure que l'on arrive à domestiquer le fleuve. La place Bellecour est d'abord une place de marais, parce que c'est là que se fait la confluence du fleuve, avec ensuite quelques launes, quelques îles qui permettent au Rhône et à la Saône de confluer dans un désordre sans cesse bouleversé par les crues de la rivière ou bien les crues du fleuve. Et puis, lorsque l'on franchit une nouvelle étape et que l'on regarde vers l'est, le premier pont qui permet de relier la ville organisée à ce qui sera le Dauphiné, aux Alpes, c'est le pont de la Guillotière, en face de l'Hôtel-Dieu, figure emblématique de la ville, parce que l'Hôtel-Dieu, c'est là où on accueille le malade, le pèlerin qui vient de loin, qui a parcouru de longues distances dans des conditions difficiles. Et donc, le premier geste, c'est le geste d'accueil où on va permettre de prendre en compte les souffrances du pèlerin ou du voyageur. Et ensuite, pont Morand, quartier Morand, qui se construit au fur et à mesure qu'on peut permettre d'endiguer le fleuve et donc assainir les lieux. La ville se construit toujours en relation avec son fleuve. La période industrielle est encore une période qui voit, dans un premier temps, les usines s'installer au bord du fleuve, toujours parce que c'est à la fois le moyen de transport, usage fonctionnel, et puis c'est ce qui permet, dans les premières teintureries, les premiers travaux de la soie à Lyon, du textile à Lyon, eh bien, évidemment, la présence du fleuve est une présence tout à fait obligatoire. Et donc, on voit fleurir, à la fois au nord de Lyon, dans le quartier de l'Industrie, et puis en même temps sur le sud, dans ce quartier de la Confluence, dans le quartier de Gerland qui lui fait face, les grandes usines industrielles de l'époque qui viennent s'établir au bord de l'eau. Période
industrieuse de nos fleuves que cette fin du XIXe siècle et ce début du XXe siècle. Puis, une révolution va venir tout bouleverser, qui est le développement de la vapeur, l'invention de la voiture, et tout d'un coup, le moyen de déplacement le plus fonctionnel qu'étaient les fleuves perd évidemment de leur importance au profit de l'automobile, des transports par chemin de fer ou bien des premiers camions. Et tout d'un coup, le fleuve perd de son attraction. Et le port lui-même, qui est à l'intérieur de la ville, se déplace un peu plus loin dans des endroits qui permettent de mieux s'étaler, de mieux organiser les usines, de mieux organiser le commerce. Et tout d'un coup, ces rives s'affaissent. Elles s'affaissent, ou plutôt non, elles retrouvent un autre usage en fonction du Dieu moderne que va devenir l'automobile. Et c'est alors que dans la plupart de nos grandes villes, les bords des fleuves, ce qui étaient les quais bas de nos fleuves, deviennent autoroutes, des bords de fleuves deviennent parkings à ciel ouvert. Et donc, dans cette époque-là, la ville se coupe avec ses fleuves. Et il faut attendre à Lyon dans les années 80 pour qu'on commence à repenser que ces fleuves doivent être l'objet de reconquête. C'est par exemple à Lyon un plan bleu qui s'élabore à la fin des années 80 et qui commence à penser ce que pourrait être l'aménagement du Rhône, de la Saône, et puis également de l'ensemble des lacs qui sont en amont de ces canaux, ce qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle à Lyon l'anneau bleu. Nous décidons alors de lancer de grands projets. Ce sera le projet des berges du Rhône, qui au départ vaut bien des critiques. Enlever les voitures et le stationnement des bords des berges du Rhône, c'était quasiment sacrilège. Et donc la première période est une période de grande difficulté. Tout est évoqué alors, on dit il n'y aura plus de commerce dans la ville. Et nous persistons malgré tout. Et aujourd'hui, on voit bien que, en reconquérant cet endroit toujours mystique, attractif, qu'est le bord du fleuve, en particulier à Lyon, où la chance des berges du Rhône, c'est d'être devant un patrimoine prestigieux en face de l'Hôtel-Dieu, plus haut la colline de Fourvière, donc des lieux chargés de symboles pour les Lyonnais. Et tout d'un coup, ce lieu devient à nouveau le lieu de rencontre, le lieu de loisirs, et des dizaines de milliers de Lyonnais s'y pressent. C'est le lieu de la socialisation, où l'on retrouve à la fois jeunes et vieux, riches et pauvres, tout le monde étant heureux de se promener au bord de ce fleuve. C'est alors que nous décidons de lancer le projet de la confluence. Le chemin de fer à Lyon avait fait une barrière, le chemin de fer de Perrache avait fait une barrière et avait divisé la ville en deux parties. La ville noble au nord et puis ce qui était derrière les voûtes. Derrière les voûtes où on avait installé toutes les entreprises, toutes les usines, toutes les activités que l'on ne voulait pas dans la ville noble. Ces industries s'étaient elles-mêmes affaissées au cours des 10, 20, 30 dernières années du XXe siècle, et tout d'un coup nous avions devant nous, comme on avait beaucoup d'autres villes, de grandes friches industrielles, des endroits désertés. Et je crois que ce que font aujourd'hui toutes les villes, de Buenos Aires à Lisbonne, en passant par Barcelone, par Londres, c'est de penser à reconquérir leurs ports, leurs zones fluviales, de manière à la fois à y ramener de l'activité, et souvent
c'est l'activité qu'on appelle aujourd'hui créative, celle qui mobilise les facultés de création intellectuelle, artistique, culturelle, qui viennent s'installer là. C'est une vie sociale au travers des bars, des restaurants, des galeries, qui vient à nouveau se réinstaller, et finalement, ce sont des quartiers qui se créent. Pour dire en deux mots, l'idée de la confluence, je l'ai pris un jour à Buenos Aires, à une époque où, dans cette ville, où la ville avait été créée en tournant le dos au port, parce que quand vous étiez immigrant, que vous veniez depuis l'Europe avec un périple épouvantable, vous vouliez surtout oublier la mer. Et la ville était tournée le dos à la mer, le dos au port. Et il y a quelques 40 ans, ils ont pensé qu'il y avait là un espace extrêmement important, gigantesque, et que cet espace, on pouvait le reconfigurer pour en refaire à nouveau un endroit de centralité, de convivialité. J'avais vu ça, j'avais vu également Barcelone, et je m'étais dit que cette confluence, 150 hectares, sous-utilisés, grande friche industrielle, mais en même temps située dans un espace magnifique, avec ces balmes qui surplombent la Saône, avec ce fleuve assez majestueux, cette rivière assez majestueuse, et ce fleuve tempétueux, fort, puissant, il pouvait y avoir un des plus beaux endroits de la ville. L'urbanisme, d'une certaine manière, il nous était donné par la configuration des lieux, avec au milieu le cours Charlemagne qui structure cette presqu'île du nord au sud, avec d'un côté, eh bien justement, le caractère particulier, élégant de la Saône, de l'autre, le caractère plus urbain. On est déjà, quand on est du côté du Rhône, dans la ville. Et évidemment, l'autoroute qui est là, si vous ne pensiez pas que vous étiez dans la ville, se charge de vous le rappeler très vite. C'est d'ailleurs un des problèmes que nous avons à surmonter. Donc pour nous, la construction du côté Saône, c'était essayer de souligner, de mettre en valeur la rivière. Grand parc qui court du nord au sud et qui demain, vous le savez, dans l'aménagement des rives de Saône, ira jusqu'à l'île Barbe, mettre en valeur la rivière, et ensuite essayer cet espace vert, paysager, le faire rentrer dans un système de peigne à l'intérieur des terres, par un système de petites places qui rentrent à l'intérieur des terres, par cette grande place nautique qui, elle, vient jusqu'au cours Charlemagne lui-même. De l'autre côté, une future place qui sera devant la région, et donc une espèce de scansion où on va d'une part du nord au sud, on reprend le plan romain, on n'invente rien, et puis qui en même temps d'est à ouest est souligné par deux grandes places qui sont comme des agoras par rapport à la construction de ce nouveau quartier. Et enfin, la terminaison vers le champ, la ville s'arrête. Si vous regardez les plans, vous verrez qu'on l'a fait arrêter de manière un peu rigoureuse, de manière à ce qu'il y ait comme un trait souligné par deux passerelles qui vont enjamber le Rhône et la Saône, et la ville s'arrête et regarde la confluence, et on y va doucement en retrouvant le système de l'Aune qui marquait la confluence du Rhône et de la Saône il y a un peu moins d'une centaine d'années. Mesdames et messieurs, je crois que ce que nous faisons, ce rapport à l'eau que nous essayons de retrouver, aujourd'hui, toutes les grandes villes qui ont la chance d'avoir un littoral côtier ou bien qui ont la chance d'avoir des fleuves sont en train de le faire. Nous avons été en France les premiers avec Voies navigables de France, et je vois M. Bordry qui est arrivé.
Au début, ça a été un combat extraordinaire parce que le patrimoine de VNF était un patrimoine inaliénable et dont on ne faisait rien. Et il a fallu convaincre à l'époque au ministère des Finances que quelque part on pouvait réutiliser un certain nombre de bâtiments anciens, que l'on pouvait reconstruire les docks en leur donnant une autre activité, qu'il pouvait y avoir une grande beauté de cette architecture industrielle à laquelle on pouvait marier des bâtiments audacieux. Et donc, tout d'un coup, la transformation, cette confrontation entre l'eau, les activités industrielles qu'elle avait générées, et puis la modernité, donne chaque fois, c'est vrai dans toutes les villes, les quartiers qui deviennent les plus attractifs, les quartiers qui sont le lieu de rencontre, ce lieu de l'aléatoire qui est toujours la ville. Voilà, mesdames et messieurs, moi je suis heureux que ce colloque se tienne à Lyon, parce qu'évidemment, vous comprenez que la relation d'une ville à ses fleuves est pour nous quasiment consubstantielle. C'est parce que nous étions faits comme cela que Lugdunum a existé un jour. Merci.